sur le vlog numéro 5 de l'équipe UPRAP, où ce soir donc, nous sommes au complet, donc avec Hubert, Adeline et moi-même Sylvain, et Virginie derrière la caméra, où ce soir nous allons revenir sur les 2 dernières enquêtes que vous avez pu découvrir sur notre chaîne, entre autres Le cœur de l'esprit et L'esprit qui m'a marqué. Absolument. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on souhaiterait vous remercier, hein, on commence toujours par là, vous remercier, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous suivre, à nous envoyer vos messages d'encouragement, Oui. et qui nous touchent à chaque fois, et on vous en remercie énormément. Ça fait vraiment plaisir, oui. Donc sur la première enquête, le cœur de l'esprit, donc c'est cette petite enquête donc, a été faite en début d'année, par des conditions météo un petit peu particulières. Alors pourquoi? Parce que honnêtement, on trouvait quand même la trêve hivernale un peu longue et on avait vraiment à cœur de se retrouver sur une enquête. Donc on a choisi ce lieu qui est un ancien château, manoir, vous pouvez le qualifier comme bon vous le semble, qui est très connu par les gens du Loiret, et entre autres par le milieu urbex et paranormal. Il y a eu beaucoup d'enquêteurs, beaucoup y ont enquêté là-bas, certains y ont fait du mal, on amplifie la dégradation, mais ça c'était le risque. Mais vous avez pu découvrir quand même que cette magnifique bâtisse à l'abandon méritait amplement notre visite. Donc on y a été, hein, il faisait froid, il pleuvait à moitié, il y avait quand même de la neige. Oui, l'humidité. C'était vraiment pas agréable. C'était vraiment pas agréable. C'est pour ça que pendant l'enquête, vous avez entendu souvent le bruit de la pluie. On entendait l'eau ruisseler sur les gouttières, et ce qui a un petit peu handicapé. Alors, cette enquête a été aussi un petit peu particulière grâce à Adeline. Parce qu'Adeline, comme d'habitude, avant chaque enquête, se prépare. Et donc, la semaine, c'est ça, la semaine qui précédait. Alors on a fait l'enquête c'était un samedi soir. J'ai commencé à me préparer en début de semaine. Mardi, mercredi, j'ai commencé à prévisualiser le lieu que j'ai réussi à capter. Et j'ai eu une approche d'un jeune homme, on va dire 11-12 ans, qui m'a montré les lieux, on va dire, hein, spirituellement. Donc j'ai eu des visions de certaines pièces, et notamment sur du mobilier et de la faïence, carrelage également. Il y avait de la rosace bleue et blanche, et il s'avérait que c'était au niveau de l'entrée ou au rez-de-chaussée. Dès notre arrivée en fait, hein, j'ai bien perçu le lieu. Et ce garçon m'avait indiqué une pièce où il connaissait, il avait sûrement dormi dans cette pièce, avec un cœur rouge, avec le centre cœur blanc. Donc voilà, donc chose qui s'est avérée vraie. Hein. Donc voilà, pendant cette enquête, on a eu plusieurs... déjà, on a fait le tour de cette demeure, hein, puisque c'est vrai que c'était assez... c'était assez vaste, hein, c'est vraiment une demeure assez atypique, un petit peu des morceaux recollés les uns avec les autres. Et puis, différentes sortes d'architecture, hein, on peut dire. Oui, parce que c'est un bâtiment qui a été construit en plusieurs époques, donc voilà, ça a été... déjà, c'était immense, hein, mais effectivement, voilà, c'était un petit peu... voilà, ça montait, ça descendait, c'était un petit peu dans tous les recoins qu'on pouvait évoluer là-dedans, donc voilà. Un vrai labyrinthe. Et c'est pour ça, quelle stupeur quand on est monté au premier étage, lors de la visite, on est rentré dans cette chambre et qu'on a découvert... Voilà, le cœur rouge. Ce cœur rouge, hein, qui a été donc prévisualisé par Adeline avant. Oui, alors c'est marrant parce que justement, il me semble que bon, tu nous avais donné pas mal d'éléments, d'informations, mais le cœur rouge, on n'était pas forcément resté là-dessus. Non. Et c'est effectivement en passant devant la chambre, hein, enfin devant la pièce, que tout de suite ça nous est revenu comme quoi, ben oui, Adeline nous a parlé. Donc c'est à ce moment-là qu'on est arrivé, tu étais encore en train d'évoluer sur un autre endroit pour effectivement revoir le cœur. Qu'on a interpellé, ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'après la majeure partie de l'enquête se passe sur ce premier étage, avec la mise en place de ce petit dispositif qu'on a mis au sol avec la boule à facettes et la lumière qui se reflétait un petit peu sur les murs pour essayer effectivement de rentrer en contact avec ce jeune homme que tu as pu avoir contact dans la semaine.
Donc c'était quand même assez particulier et très intéressant à la fois oui. Dans cette bâtisse. Alors, dans tous les commentaires qu'il y a eu, qui ont été nombreux hein, sur cette enquête, il y en a un qui est revenu plusieurs fois, où au cours de l'enquête, les gens nous faisaient part d'un phénomène que vous avez détecté. Alors, on trouve par exemple ce commentaire de Morel Sandrine qui nous dit « Salut à tous, à 42 minutes 3 secondes, on voit quelque chose au fond, on dirait une forme humanoïde qui va de droite à gauche dans la fenêtre. » Alors pour resituer, au premier étage, là où il y a la pièce avec le cœur, beaucoup de gens signalaient sur la fenêtre du fond, derrière la boule à facettes, une forme passée. Bon, je suis navré, hein, on vous l'a dit, mais en fait c'est purement explicatif, puisqu'en fait on s'est aperçu que derrière cette fenêtre, la route passait, et en fait ce que vous voyez, eh bien, en fait, c'est les phares des voitures et les ombres des voitures qui passent derrière. Donc, on l'a réétudié, on a été revoir. Et en fait, on confirme que c'est bien ça. Donc, il n'y a pas malheureusement de phénomène ou d'entité qui passe à travers cette fenêtre pour expliquer ça. C'est rationnel. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que justement, malgré le fait qu'on contrôle après toutes les vidéos, tous les sons, tout ça, les gens sont quand même attentifs. Vous êtes attentifs de tout ce qui peut être visualisable comme ça. Donc, effectivement, même si on peut vous apporter déjà une réponse, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et si vous voyez quelque chose qui a pu éventuellement nous échapper, d'après vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire comme là, effectivement. Ouais, c'est pour ça, de plus en plus, vous laissez des commentaires en disant tiens, j'ai cru entendre un PVE là, j'ai vu quelque chose là que vous n'avez pas marqué. Donc n'hésitez pas, les enquêtes sont aussi là pour ça. On fait un pré-tri, on les analyse plusieurs fois, on les regarde plusieurs fois. Entre autres, Virginie fait un énorme travail là-dessus, où elle les regarde plusieurs fois, elle les remonte, elle les démonte, etc., réajuste tout ça. Mais on n'est pas à l'abri d'un oubli. On peut passer à côté de quelque chose. On peut passer à côté de quelque chose, tout à fait. Donc si de votre côté, quand vous regardez les vidéos, vous notez quelque chose, un petit commentaire en bas en nous disant, avec le timecode, comme là ce qui a été fait, 42 minutes 3 secondes, en nous disant voilà, je pense qu'il y a ça. On réétudie, on réécoute et on vous donne l'avis dessus. Ce côté interactif est très intéressant en tout cas. C'est pour ça. Alors parce que malgré tout, hein, sur cette enquête, on a aussi, comme vous l'avez pu voir, un gros problème de batterie. Oui. Parce que une caméra était placée au premier étage et bizarrement, les 3 batteries prévues normalement pour durer 12 heures en tout, en 5 minutes, ont été vidées. Et même Hubert fait la réflexion à un moment au dernier changement de batterie. De toute façon, ça ne sert à rien de la remettre, dans 5 minutes, elle va être vide. Et effectivement, 5 minutes après, on entendait la batterie complètement se vider, sans aucune explication, alors qu'elle était pleine. Oui, parce qu'effectivement, ce soir-là, il faisait froid, il faisait humide, mais peut-être pas au point non plus de vider toutes les batteries. C'est ça, en 5 minutes, c'est quand même relativement rare. Donc ensuite, je voulais revenir sur un commentaire qui a été émis par un des abonnés, par Enidas, en l'occurrence. Et c'est une réflexion qu'il se fait, qui a été déjà formulée plusieurs fois sur d'autres enquêtes. Donc je vous le dis. Donc Enidas nous dit « Nouvel abonné, je suis surpris que vous donniez le nom des lieux. Les urbex et autres les autres militent contre cela, pour éviter les casseurs et les risques d'accident. Dommage de donner les lieux d'endroits magnifiques à des personnes mal intentionnées. » Alors pourquoi on donne les lieux ? Les lieux des enquêtes, quand on les donne, ce sont des lieux connus. Alors pas connus par l'ensemble de la communauté, mais par les locaux. En l'occurrence, sur le cœur de l'esprit, donc c'est l'ancien manoir de Guilux. Vous tapez manoir de Guilux sur Google, vous allez retrouver des milliers d'articles. Des articles de presse, des chaînes d'urbexeurs, des chaînes de paranormal, Manoir des Lièvres, c'est bien sous le titre de Manoir des Lièvres. Le Manoir des Lièvres, le Moulin aux Lièvres est énormément connu. Donc quand on cite les noms, même sur les anciennes enquêtes, ce sont des lieux qui sont connus et reconnus. Donc le fait de donner le lieu, on part d'un principe que si on vous donne le lieu et que vous souhaitez y aller, c'est à vos risques et périls. Quand qu'on incite les gens à éventuellement visiter ces lieux-là, on n'incite personne. Rien ne vous oblige à y aller. C'est pas parce qu'on donne un lieu, on vous dit allez-y, visitez, cassez. Pas du tout. Sur une des précédentes enquêtes qui a eu lieu, l'ancien centre de rééducation, par exemple, est un lieu extrêmement fréquenté par des familles.
il y a beaucoup de familles en fait, qui y vont, qui se baladent là-bas avec les enfants, qui font le tour. Les gens y vont à leur risque et péril. S'il y a un accident, vous êtes votre propre responsable. En aucun cas, on pourrait être tenu responsable parce qu'il y a eu un accident. C'est pas parce qu'on donne un nom de lieu qu'on soit responsable de l'accident. Chacun il va en toute connaissance de cause dans des lieux qui sont abandonnés, dévastés, dont les toitures s'effondrent. Nous, quand on y va, on prend nos responsabilités. On y va, si on a un accident, tant pis pour nous. On assume les conséquences. Et le fait de donner le lieu, en comparaison avec les gens qui pourraient casser, plus il y a de gens de bonnes intentions qui y vont, moins les casseurs vont y aller. Si un casseur se présente sur un lieu et qu'il y a une famille qui est en train de visiter le lieu, comme l'ancien centre de rééducation, qu'est-ce qu'il va faire le casseur? Il va faire demi-tour. Et on aura au moins gagné ça, un casseur de moins. Donc il y a deux sons de cloche. C'est vrai que c'est un discours un petit peu différent de ce que les gens ont l'habitude d'entendre, des urbexeurs, etc. Je ne suis pas un adepte à titre personnel de cacher les lieux comme le font les urbexeurs. Puisque après, il suffit d'aller sur Google Earth ou n'importe quoi, c'est très facile maintenant de trouver de trouver un lieu avec les nouvelles technologies. Donc voilà, il y a deux sons de cloche, c'est un éternel débat, il y aura des pour, des contre, mais voilà, notre position, c'est si on cite le lieu, c'est que le lieu est connu et reconnu, et qu'il n'y aura pas d'incident sur les propriétaires. Non, et puis enfin, pour l'instant, c'est peut-être le hasard qui a voulu ça, mais pour l'instant, les endroits qu'on en a fait comme ça, généralement, il n'y a plus grand chose à cacher dedans, à casser dedans. Ouais, malheureusement, voilà. C'est déjà assez délabré. Donc, c'est déjà vraiment on très y va délabré. en prenant le maximum de précautions, en connaissant tous les risques qu'on peut éventuellement rencontrer, mais y prendre. Mais bon, voilà, c'est vrai que ce sont généralement des endroits 1000 fois fréquentés et esquintés, quoi. Pour ça. Ce qui est bien dommage d'ailleurs de se retrouver face à des lieux aussi délabrés, tagués. Mais ça, la bêtise humaine, en citant ou pas le nom, ça ne changera rien. Les gens y vont pour casser. Et on en a fait même nous-mêmes les frais. Encore ce fameux centre de rééducation, on y était. On est parti rapidement parce qu'il y avait des casseurs qui étaient en train de s'installer. Mais derrière, il y avait une fête assez bruyante où l'alcool n'a forcément pas arrangé les choses. Voilà pour le cœur de l'esprit. Voilà. Donc en espérant effectivement que cette enquête vous a plu, elle a été énormément visionnée et on vous remercie. En tout cas, c'était bien sympa. C'était bien, une enquête bien très très sympa. Ouais. Alors la deuxième enquête sur laquelle on va parler, c'est donc l'esprit qui m'a marqué. Donc la première enquête de l'année chez un particulier où nous avons été accueillis dans l'agglomération orléanaise par deux colocs, deux frères colocataires, qui étaient témoins donc, chez eux depuis leur installation de divers phénomènes. Ils ont souhaité effectivement notre intervention. Alors cette enquête un peu particulière, il y a eu plusieurs événements qui sont passés. Entre autres, le premier, c'est les bruits qu'on a entendus, que vous avez pu découvrir dès notre arrivée, où on a senti effectivement et on a entendu, installé sur le canapé en train de discuter tranquillement, ces fameux bruits. Entre autres dans la cuisine, où il y a eu ce bruit de grattement. Oui, il y avait une pochette plastique certainement. Une pochette plastique, donc on ne sait pas trop de quoi ça vient, et on n'a pas su non plus au final de quoi ça venait. Non. Puisque lors de l'installation des caméras, bizarrement la caméra qu'on avait placée dans la cuisine n'a pas fonctionné. Et ça on n'a pas su l'expliquer non plus. Et on n'a pas su expliquer non plus dû à quoi. Mais cette partie de la maison est restée sans surveillance, en l'occurrence. Mais bon, sur cette enquête, le point le plus important, donc c'est Adeline, qui, tu vas nous en parler de ce qui t'est arrivé. Ouais, au tout début de l'enquête, en fait, on préparait le matériel. J'ai senti une présence derrière moi. Je n'ai pas fait attention puisque j'étais vraiment dans la mise en place spirituelle plus que mes collègues plus matériels. J'ai eu une griffure, mais très rapide. J'ai vraiment eu un toucher rapide de 2-3 secondes. Sur le coup, je n'ai pas prêté attention. Je me suis dit, bon, on verra par la suite au niveau de l'approche. Et il s'avère que ça m'a brûlé. 2-3 secondes, ça n'a pas duré éternellement. C'est pour ça qu'après, j'ai demandé à mes collègues de vérifier ce qu'il en était. Pour moi, c'était... Je n'ai pas eu peur, forcément, on n'a jamais peur, mais pour moi c'était plus une approche apeurée en fait du lieu. Je pense que c'est
bon, il y avait un homme d'une 60aine d'années. J'ai voulu l'accrocher, il y a eu un blocage direct hein, après ce moment d'approche au niveau griffure. Voilà, donc ça arrive. Hein, sachez que j'avais un foulard, oui, alors on m'a expliqué, on a eu des commentaires, forcément vous portiez un foulard, désolée, je suis frileuse, nous sommes au mois de février, donc voilà, donc ça c'était vraiment, bon, on aura toujours des commentaires assez particuliers, mais il faut savoir que les approches corporelles arrivent fréquemment. Hein, nous avons des particuliers qui nous ont appelés il y a peu de temps, qui ont ce même problème, une femme hein, qui nous a contactés, qui a exactement le souci de griffure et de marques sur le corps. Donc voilà, ça arrive fréquemment, il faut vraiment... il faut essayer de gérer l'enquête avec ça. On arrive toujours à gérer hein, de toute façon, mais il n'y a pas eu d'approche par la suite. Il y a bien eu un homme dans cette... pour moi, c'était une ancienne grange, mais plus de l'appréhension, il était plus apeuré qu'autre chose. Il n'y avait pas du tout... alors ça peut paraître assez violent comme phénomène, hein, mais ce n'est pas du tout le cas. Hein. Oui, mais peut-être qu'autant un particulier, enfin moi ou... Oui, Sylvain, voilà. ça nous arriverait certainement qu'on serait peut-être un petit peu plus déstabilisé, mais voilà, toi tu gères un petit peu mieux, la situation. Voilà. C'est pour ça que quand on reprend quelques commentaires qui ont été émis à la suite de la vidéo, par exemple, Juan Pablo Felino qui nous dit bizarre la griffure, on ne t'entend pas hurler. Bah non, parce que... justement. Voilà, justement, donc non, j'ai plus... non, je n'ai pas eu... Pourquoi j'aurais hurlé, quoi. Donc, non, du tout. C'est pour ça. Alors, c'est pas un coup, c'est pas ce genre de griffure, comme tu l'expliques si bien. C'est pas comme si on te mettait une claque ou un coup de poing, etc. Du tout. Vous sentez juste un toucher sur le cou et le résultat est tel que, effectivement, dans le coup, ça fait une marque, limite à 100, mais on ne le sent pas. Non, c'est quelque chose qui n'est pas ressenti. On a tous eu, au cours de notre petite carrière dans le milieu du paranormal, des expériences diverses et variées, de toucher, de sensations, de choses comme ça, mais c'est jamais violent, entre guillemets. C'est violent dans la finalité, dans la réaction, mais pas sur le coup. Non. Ouais, visuellement, c'est assez marqué, hein, mais par contre, effectivement, après, c'est parti assez vite. Il me semble. Hein. Oh, oui, c'est parti assez vite. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a pris les photos juste après que tu aies enlevé le foulard. Et effectivement, on voyait bien que c'était là, quoi. C'était à l'instant T. C'était à l'instant T. 10 minutes après, il n'y avait quasiment plus rien. Virginie a pris une photo derrière. 10 minutes après, ça s'était quasiment estompé. Il persistait juste une petite marque, mais une véritable griffure de chat, d'animaux ou contre quelque chose. Non, parce que de toute façon, on était tous ensemble. Alors, donc de toute façon, il y aurait eu quoi que ce soit, on l'aurait vu. De toute façon, donc en fait, si c'était vraiment un élément extérieur qui était venu griffer Adeline, on l'aurait vu de toute façon. C'est pour ça. Alors, je rebondis sur un autre commentaire d'un abonné, KD Erdou, qui met « Je comprends pas Adeline et les médiums, et pourquoi n'arrive-t-elle pas à communiquer avec ces entités présentes ?» Alors, tout simplement, moi, je les attire, j'essaye de communiquer avant avec eux, mais s'ils ne le souhaitent pas, je ne vais pas insister. C'est toujours, on en reste toujours au même point de vue, c'est le respect de l'âme avant tout. Si les médiums ne vont jamais attiser une entité, je ne vois pas l'intérêt. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Hein, donc si la personne ne veut pas communiquer, il faut respecter son choix. De toute façon, pardon. C'est le but, enfin c'est notre façon d'approcher. Vous avez pu remarquer que dans toutes les enquêtes, on fait ça, on est vraiment en marche sur des œufs, c'est-à-dire qu'on y va avec le maximum de respect, on ne force en rien et on ne provoque personne, c'est-à-dire que voilà, on est en attente d'un message, d'un bruit, d'une voix quelconque, mais on propose, mais on ne va pas provoquer pour essayer d'avoir un résultat. Pas. On n'est pas dans cet état d'esprit-là de provocation, hein, loin de là.
Alors il se peut qu'après, si on retourne un jour dans ce lieu, il se peut que cette entité souhaite ou est prête à communiquer aussi. Hein. C'est jamais la stabilité. Hein. Pour simplifier, c'est le même principe que si vous étiez dans le métro parisien, vous vous baladez dans le métro et puis vous interpellez tous les gens que vous croisez. Qui va vous répondre? Personne. Les gens vont vous prendre pour un fou, entre guillemets, et personne ne va vous répondre. Si vous allez voir quelqu'un dans le métro, vous marchez dans les couloirs et vous lui dites bonjour, je m'appelle Sylvain, et vous, c'est comment? La personne va vous regarder, mais attends, pourquoi tu me parles? Mais c'est le même principe, une entité, c'est une personne. Ça. Donc si elle ne veut pas parler, elle ne parle pas. Si elle a envie de communiquer, elle communique. Et voilà, on a beau être médium, pas médium, passeur d'œuvre ou simple enquêteur comme Hubert et moi-même, et si la personne ne veut pas communiquer, elle ne communiquera pas. Et nous le respectons. C'est pas un bouton on-off. Non, tout à fait. Et nous respectons bien entendu ses choix. Et c'est pour ça qu'on n'est absolument pas dans la provoque, quelle qu'elle soit, pour pouvoir avoir du résultat absolument. C'est pas du tout notre recherche d'enquête, hein, justement. Hein, c'est vraiment un échange avant tout. C'est vraiment un échange et un partage entre leur monde et le nôtre, de façon à pouvoir communiquer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, malheureusement, tant pis. Mais donc quelqu'un forcera les choses. Alors il y a un autre commentaire qu'on a relevé, qui est relativement intéressant, donc de Manonnette, qui nous dit: quand vous allez dans vos enquêtes, vous vous sentez comment? Est-ce que vous avez peur? Alors, quelles sont notre approche effectivement personnellement, pas du tout. Je n'ai jamais eu peur ni d'appréhension. Non. Alors, au tout début, avant de commencer les enquêtes, quand je voyais certaines vidéos de ça, je me disais, oui, ça doit être terrifiant, ça doit être terrible, machin. Et finalement, non, le fait d'y aller vraiment en tant qu'acteur, on arrive à capter l'ambiance, l'environnement, tout ça, et du coup, on est tellement concentré sur ce qu'on a à faire que finalement, il n'y a pas la notion de peur. Le peur d'entendre quelque chose ou quoi, parce que c'est vraiment notre souhait, donc... autant on va être vigilant là où on va mettre les pieds, etc. Mais le fait d'avoir peur de tomber sur un fantôme, entre guillemets, non. Au contraire, on serait hyper enthousiaste de pouvoir avoir une vision ou quelque chose comme ça. Mais peur, non, parce que le jour où personnellement moi j'aurais peur, j'arrêterais. Mais là, c'est pas, pour l'instant, personnellement, moi, c'est pas du tout mon ressenti. C'est pour ça, c'est ça un petit peu qui fait notre différence au sein du groupe, c'est que par exemple Virginie, c'est quelqu'un qui a une approche du paranormal très différente de nous. Vous avez pu le voir sur certaines vidéos. Elle est plutôt comme Saint Thomas, je crois, que ce que je vois. Et du coup, elle part du principe, elle a plutôt ce sentiment, pas de peur, mais d'appréhension. Donc, ce qui est totalement différent. Donc c'est entre son avis, le nôtre, nos ressentis, c'est des choses justement qui font une complémentarité. Alors c'est pas de la peur, parce que si elle aurait peur, elle serait pas derrière la caméra pour nous suivre, en l'occurrence, et puis analyser tout ça, mais il y a de l'appréhension. Donc, mais ça persiste à un degré différent. Donc c'est vrai que nous on a un peu moins de ce côté-là, mais ça reste présent. Alors en termes de peur, non, comme dit Hubert, si on aurait peur, on ferait pas ça. Entre guillemets, on fait pas des enquêtes paranormales pour faire du film d'horreur ou du train fantôme. C'est pas du tout ça. C'est notre approche, c'est aussi une philosophie de pensée, c'est un peu une philosophie de vie, de croire déjà à ça, de croire à ce qui se passe après la mort, de chercher à rentrer en contact effectivement avec les esprits, mais ça fait partie un petit peu aussi d'une philosophie de vie qui fait que on n'a pas cette peur quand on rentre dans un lieu si mystérieux, que ce soit un ancien château, un manoir, un particulier, je sais qu'elle pourrait nous raconter des choses des fois dignes d'un bon film d'horreur, mais voilà, on y va toujours posé avec notre idée, sans jamais avoir d'a priori, et derrière les choses se font et se montent naturellement. Paradoxalement, j'ai envie de dire qu'à la limite, on est plus mal à l'aise lorsqu'on est sur un site et qu'on est dérangé par d'autres personnes qui viendraient casser autre chose. Voilà, on est plus mal à l'aise en étant en présence de personnes humaines qui seraient proches de nous comme ça, plutôt que une entité quelconque. Ou les animaux en forêt, par exemple. Ça doit être
C'est ça, c'est plus une appréhension de ce côté-là pour vous. Bon, moi, personnellement, il n'y a pas de peur, hein, forcément, mais c'est plus, oui, une appréhension du milieu environnement. Rappelez-vous tout simplement l'enquête sur le crash de l'avion, où nous avons entendu au loin, dans un sous-bois, c'était certainement une biche ou un animal quelconque. Et là, par contre, effectivement, on a pris nos clics, nos claques, et puis... Et puis là, on est parti. Voilà. C'est pour ça, c'est étonnant, mais on a plus peur de l'environnement que de l'entité en elle-même. Ouais. Mais bon, pour revenir un petit peu à l'esprit qui m'a marqué, donc Hubert, je sais que tu as eu un petit retour, parce que tu as eu contact effectivement avec ces deux jeunes hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent et comment ça se passe là-bas? Ah ben écoute, a priori, moi je suis retourné les voir quelques semaines après l'enquête. Ben depuis, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que ils avaient, avant qu'on intervienne, certains ressentis aussi voilà, ils se sentaient observés, ils sentaient une présence comme ça dans la salle principale. Vous allez vous remettez un petit peu l'endroit comme il était. Voilà, tout ça apparemment, ça a complètement disparu. Il y règne une sérénité, voilà, toute relative, mais en tout cas bien présente. Donc voilà, apparemment notre intervention, notamment celle d'Aldine, a été bénéfique parce que le lieu est apaisé. Enfin voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils sont tranquilles. Tout simplement, oui. Ils ont récupéré cette tranquillité désirée avant notre passage et ce pourquoi ils nous avaient appelés. Bon, on leur souhaite bon vent et on les remercie encore de l'accueil qu'ils nous ont fait, de nous avoir ouvert les portes de leur maison et de nous avoir permis de réaliser cette enquête. Voilà. Alors pour continuer, on va passer un petit peu à autre chose. Puisque là, on va vous parler d'un projet qu'on va mettre en place. Alors, pour ceux que ça intéresse, sortez tout de suite vos agendas et notez dans vos agendas le vendredi 17 mai. Pourquoi? Au mois de mai, nous allons fêter les 1 an de la création de la chaîne, donc UPRAP, donc pas du groupe, mais de la chaîne. Et on souhaiterait vous remercier pour ça. Et on a eu beaucoup de demandes par message, Messenger, les commentaires, où vous souhaitez venir en enquête, ou alors nous rencontrer, ou partager un moment avec nous. Et bien on va tâcher de faire ça. Le vendredi 17 mai, on va organiser donc une journée et soirée entre vous et nous. Comment ça va se passer? On va... déjà, il va falloir vous inscrire. Il y aura un événement Facebook qui sera publié, où vous pourrez vous inscrire par Messenger, avec diverses modalités que vous lirez et que je ne vais pas détailler là. Cette journée va être simple, c'est en fin d'après-midi, on va partager un moment ensemble, un petit pique-nique, tranquillement, chacun ramènera un petit truc, et puis on partagera un moment convivial, où on va pouvoir discuter, échanger avec vous, un petit peu nous rencontrer, et puis dans les deux sens, que vous nous rencontriez, et que nous rencontrions. Et on va pouvoir un petit peu discuter, échanger, partager un moment convivial. À la tombée de la nuit, eh bien, vous allez enquêter avec nous. Voilà, on va être sur un site dont on vous donnera les détails au dernier moment pour éviter toute fuite. Mais ce site nous permettra effectivement à ce que vous pouvez participer à une enquête. Alors il y aura beaucoup de monde, donc il n'y aura pas forcément de résultats, d'accord? Parce que plus il y aura de monde, voilà, les résultats seront peut-être moindres, mais on ne sait jamais. Ce site a la réputation d'être chargé, on y est déjà été, on le connaît bien, et bien on va vous le faire découvrir. Et donc vous aurez toutes les modalités au dernier moment, un petit peu à la méthode Free Party, hein, le petit SMS avec le point de rendez-vous et l'heure de rendez-vous. Voilà, et ça se passera donc le vendredi 17 mai, et vous aurez toutes les modalités donc sur la page Facebook dans le cadre d'un événement qu'on créera, et on vous mettra tout ça. Si vous souhaitez vous inscrire, bien entendu, tout le monde est le bienvenu, mais les places seront limitées. Hein. On ne pourra pas se permettre d'accueillir des dizaines et des dizaines de personnes. Donc il y aura, si on a vraiment beaucoup trop de monde, on fera tout simplement un tirage au sort. Tout simplement. On fera une vingtaine de personnes, une trentaine, 20-30 personnes à peu près. Ouais. D'accord, 20-30 personnes. En fonction des demandes, on s'adaptera. Mais s'il y a trop de demandes, on fera un tirage au sort et on mettra, pareil, sur la page Facebook, les tirés au sort pour pouvoir participer à ces journées. Elle est gratuite. Comme tout ce qu'on fait, c'est gratuit. D'accord ?
on ne vous demande rien. Simplement, effectivement, de ramener votre bonne humeur, votre motivation et de quoi grignoter. C'est tout. Mais on ne vous demande ni argent pour pouvoir nous rencontrer, ni argent pour pouvoir participer à une enquête, que ce soit pour cet événement ou pour les autres. Je tenais à le préciser parce que je sais que dans le milieu, certains enquêteurs vous réclament de l'argent pour pouvoir enquêter chez nous, chez vous. Nous, non. D'accord ? Ce n'est pas du tout notre politique. En aucun cas, on est là pour faire de l'argent, ni pour vous demander quelque chose. C'est pas du tout notre but. Donc c'est pour ça, que ce soit sur cette activité ou une enquête, si vous souhaitez qu'on vienne chez vous enquêter, on vous réclamera. D'accord ? On prend en charge, éventuellement, sauf si c'est très loin. D'accord ? Dans ces cas-là, on voit ça ensemble, mais en aucun cas, on vous fait une facture au moment où on repart, quoi. C'est pas le but. Donc là-dessus, je tenais à vous le préciser, parce qu'il y a eu quand même quelques commentaires ou quelques messages nous demandant c'était combien pour combien de chiffres. Rien. D'accord ? C'est les événements qu'il y a chez vous qui fait que on vient ou pas. C'est pas votre porte-monnaie. Donc dernier point aussi, on va continuer un petit peu dans l'argent. On a eu plusieurs commentaires ou des messages privés de personnes nous demandant si on avait une cagnotte en ligne et qui voulaient nous donner quelque chose. Alors on en a reparlé, et donc si on va mettre en place une cagnotte libre, on va en ouvrir une, qui je ne sais pas si ça sera une cagnotte PayPal, Litchi, on n'a pas encore toutes les modalités, mais voilà, à aucun moment c'est obligatoire. Voilà, ceux qui veulent donner, parce qu'il y a des gens qui ont été très insistants pour nous réclamer quelque chose, pour nous donner quelque chose, donc ça sera sur cette cagnotte, et elle servira effectivement à financer, s'il y a quelque chose, de l'achat de matériel, des déplacements lointains, payer des frais de carburant, d'essence, d'hôtel, si nécessaire, si on doit vraiment aller très loin sur quelques jours. Voilà à quoi ça servira. S'il y a nettement plus d'argent, on reviendra vers vous et vous serez les premiers au courant de savoir qu'est-ce qu'on fait de ça. Tout à fait. Tout sera éventuellement sur la table. Il n'y aura aucune... voilà, ça sera aucune zone d'ombre, voilà. Tout sera clair, on vous mettra les sommes récoltées, les dépenses, un bilan financier entre guillemets, où les choses seront claires, qu'il n'y a pas de souci. En aucun cas vous réclamez quelque chose, si vous ne voulez rien donner, vous ne donnez rien, continuez comme ça, c'est parfait. Si vous voulez donner quelque chose, c'est libre. Oui, on le met en place parce qu'il y a visiblement il y a une forte demande, c'est-à-dire que voilà, les gens n'essaieraient pas de nous contacter pour nous demander comment ils pourraient nous envoyer de l'argent ou quoi. Nous, ça ne nous viendrait pas à l'idée spécialement d'ouvrir quelque chose pour voir ce que ça donne. C'est que voilà, on répond à une demande. Après, on pourra toujours voir ce que ça donne, mais voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça. Donc elle sera ouverte, vous aurez les liens de ça donc sur la page YouTube et sur la page Facebook, où vous retrouverez un lien direct, donc qui n'est pas encore actif, sera actif dans quelques jours. On va essayer de mettre ça en place tranquillement, et puis si vous avez envie d'y aller, il n'y a aucun problème. Donc on remercie déjà les donateurs qui pourraient se manifester. Merci beaucoup. Et puis tout se fera dans la plus transparente, dans la plus grande transparence possible. Tout à fait. Voilà, donc ces deux infos, donc retenez bien la date du vendredi 17 mai pour cette journée d'échange. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager ce vlog si vous le souhaitez sur vos pages personnelles. Parlez autour de vous, de nous. Ben oui. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de nous, n'hésitez pas, venez nous voir en message privé, par Messenger, par mail. Vous avez les deux accès. Et puis, continuez à nous suivre. Et on vous remercie encore énormément. On est à votre disposition. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.